Aujourd'hui, on va faire la rétrosynthèse de la molécule de sildenafil, donc une molécule connue par le nom de Viagra. Donc ici, on repère une liaison en fait que l'on peut facilement former ici. Du coup, je vais commencer par faire ma coupure ici, donc une coupure plutôt hétérolytique vers l'azote. Comme ça, on forme une molécule, c'est-à-dire un azote chargé, je dirais comme ça, chargé négativement, et que en équivalent de synthèse, on va avoir à la place de la charge négative un proton. Donc ici, je mets un proton, et ça, en fait, ça correspond à une amine. Cette amine, en fait, en présence de, comment on l'appelle, de benzène sulfonyle, de chlorure de benzène sulfonyle, c'est-à-dire ClSO2, comme ça, phényl, par exemple, c'est-à-dire cette partie-là que je surligne. Du coup, en fait, il va y avoir une réaction d'addition suivie d'une élimination. Donc le doubli non liant de l'azote va attaquer le soufre. Donc ici, le doubli se rabat et il y a, le chlore qui va partir. Donc on va pouvoir former cette liaison facilement. Donc la liaison azote-soufre. Ok. Juste après ça, du coup, on peut déjà en fait envisager une coupure ici, parce que là, si je me permets de tout écrire, là on a un benzène, alors un groupement phényl, voilà, et du coup en ortho, plutôt en para par rapport au groupement sulfonyle, en fait on va avoir l'étoxy, donc OET. L'étoxy en fait, comment on fait? On peut en fait envisager une coupure ici. Donc on fait une réaction SEAR, et pour la réaction SEAR, en fait, on partira d'un... Alors, ici je pourrais mettre soit un benzène, soit directement je mets l'étoxy. Là par exemple comme ça. C'est moche, attendez. Voilà, là c'est mieux. En fait, on peut partir de benzène par exemple ou de étoxy. Si par exemple je mets mon étoxy ici, OT, du coup il va orienter en ortho et en para. Du coup ortho c'est ça et para c'est ça. Majoritairement on va avoir peut-être un truc para. Bon, c'est ça ce qui nous intéresse en tout cas. Du coup, en présence d'acide chlorosulfonique, donc en présence de Cl, alors ClO3H, ok, donc ClO3H, pardon, SO3H, comme ça en fait, O, O, OH, et ici un chlore. En fait, on va avoir une réaction SEAR, ok, donc cette réaction SEAR, en fait, elle permet d'introduire ce groupement, alors, d'introduire un groupement, un acide, chlorosulfonique, plutôt le sulfonyl chloride, le chlorure de sulfonyl. Alors comme ça, on a notre benzène, OET, et ici en position para, on a SO2Cl. Ok, voilà. Donc à partir de cette molécule, en fait cette molécule on va la faire réagir. C'est exactement la même chose que ici. Donc celle-là, cette molécule, on lui a fait une rétrosynthèse. Ok, donc là j'efface tout ça parce que c'est pas vraiment le but. Donc je garde ces deux molécules. Alors je vais juste coller quelque chose. Alors, je sais pas si j'ai réussi à le faire. Alors insert. Non, j'arrive pas. Alors. Ok, bah on va essayer de copier ça. Coller. Ok, du coup, qu'est-ce qui va me rester? Alors, il va me rester cette partie. Donc là, il faut que j'efface quelque chose. Alors, il y a beaucoup de cycles en fait. Et il faut vraiment faire attention, je me trompe généralement. Comme ça. Ça, c'est ma molécule. Du coup, la partie que j'ai pas touchée. Donc ici, il va me rester quoi? En fait, il va me rester cette partie. Parce que rappelez-vous que là, j'ai fait une coupure. Donc, je suis obligé d'enlever ici. Ok.
Alors, j'enlève ici et je garde directement. Alors, je peux mettre directement mon benzène, parce que c'est lui qui a réagi. Rappelez-vous, j'ai mis cette molécule qui a réagi avec l'acide chlorosulfonique. Donc, ici, à ce moment-là, on va envisager une troisième coupure, donc c'est-à-dire ici. Alors, si je l'envisage ici, en fait, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que là, je repère des cycles qui portent des azotes. Rappelez-vous, quand on faisait, comment on l'appelle, l'hydrazine, il y avait des molécules, en fait, quand on a fait les rétrosynthèses, il y avait des molécules, on avait des cycles comme ça, c'est-à-dire sous cette forme. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? En fait, on a fait la coupure ici et une coupure ici. Cette partie en rétrosynthèse, en équivalent de synthèse, on a mis d'éthyl malonate, par exemple, d'éthylmalonate, et du coup, pour cette partie, on a dit que voilà, on va former par exemple à partir d'hydrazine, en coupe et on forme l'hydrazine, ok? Donc là, j'efface ça et je me repère, j'ai un repère, c'est que là, je peux couper ici, par exemple. Je coupe là et je coupe là. Alors, toujours, c'est des coupures hétérolytiques, donc vers l'azote, ok? C'est des coupures vers l'azote, donc mes deux azotes seront chargés négativement. Alors, ce que je vais avoir, c'est... alors, je vais faire ma rétrosynthèse ici. Alors, ce que je vais avoir, c'est plutôt déjà la partie d'en bas. Alors, je vais la dessiner comme ça. Avec un OET, ok, l'étoxy. Et du coup, avec ça, il me faudrait quelque chose. Alors, il va me falloir... comment dire, je pourrais peut-être mettre un chlorure d'acyle ici en ortho. Rappelez-vous que là j'ai le OOT et juste en ortho j'ai ce substituant. Alors pour que j'arrive à mettre ce carbone que je note en rouge, en rose, du coup en fait je mets directement en chlorure d'acyle. Ok, je vais vous dire pourquoi. En fait, une fois que j'ai mis mon chlorure d'acyle, alors voilà, un chlorure d'acyle. Du coup, qu'est-ce que je raconte ici? Qu'est-ce que je mets? Si c'est L, voilà. Ok, super. Du coup, lui, en fait, il va réagir avec le reste de la molécule. C'est-à-dire, alors, laissez-moi juste faire copier-coller. Voilà, ça, copier, coller. Bon, on va coller ici. Hein. Allez. Bon, il veut pas. Ok, super. Du coup, en fait, il va réagir, laissez-moi juste compléter ici les azotes, ici j'ai N et ici N. Rappelez-vous, on a dit, en équivalent de synthèse, l'azote il est chargé négativement, donc il sera H, ok? Donc on va lui mettre un H. Donc ici j'ai des NH2, ok? Des deux côtés. Alors, voilà, des NH2 des deux côtés. En fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, je vais essayer d'écrire ça à côté. En fait, si par exemple, j'ai NH2, mon hydrazine par exemple, NH2, NH2. Voilà. Et ici, j'ai un chlorure d'acide. Peu importe ça. J'ai un chlorure d'acide. La première chose, en fait, c'est qu'on va former l'amide. Donc, addition suivie d'une élimination. Il y a le chlore qui part. Du coup, on va former l'amide. Alors, j'efface ça. Je mets l'azote qui a réagi, du coup. Avec ça, il me reste quoi? Il me reste le NH2, le deuxième NH2. Ok. Du coup, le deuxième NH2, en fait, il va réagir ici. Donc, on va former une sorte de... en fait, quelque chose comme l'imine. Rappelez-vous, quand on a une cétone, en fait, quand on a une cétone et que on a NH2, par exemple, donc amine primaire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplacer l'oxygène par un azote. Par l'azote, bien sûr, avec le groupement R. On enlève les H, donc on va avoir quelque chose qui est comme ça, en fait. On va avoir un azote qui est lié à un groupement R, comme ça. Et ça s'appelle une imine.
Ok, ça s'appelle une imine. Donc, normalement, vous l'avez déjà repéré ici sur cette partie. Je ne sais pas si vous voyez la souris en fait. Là, le curseur, là sur cette partie en fait, on a, alors sur celle-là, excusez-moi, sur celle-là du coup, alors je vais essayer de voir avec celle-là, c'est mieux. Alors, je surligne en jaune, en fait, ça, c'est une sorte d'imine. Donc, la première, ça, lui, au début, il m'a formé l'amide, et après, le deuxième azote, il m'a formé, celui-là, par exemple, il me forme l'imine. Ok? Donc, les trois vont réagir ensemble, ces trois sites, et du coup, pour former ce composé-là. Ok? Donc, là, à ce moment-là, ce que je peux mettre, c'est plutôt, alors, je peux continuer ma rétrosynthèse déjà, et je mets quoi? En fait, je vais mettre comme réactif, alors c'est bon, j'ai les deux. Je vais mettre ici, par exemple, je vais faire, pardon, une coupure, ici, en vert. Une coupure, alors, je vais réfléchir. Ici, j'ai CONH2, et là, j'ai NH2. En fait, ce NH2, par exemple, on peut le transformer, en fait, pour éviter qu'il réagisse. Du coup, avant, pour l'étape d'avant, en fait, on peut le transformer en... alors, je sais pas si je peux faire coller aussi, encore une fois. Super. En fait, cet azote, je peux le transformer en NO2, ok? En NO2. Donc, ici, je mets quoi? Je mets NO2. Alors j'enlève ça parce que j'ai mal dessiné NO2. Et là j'ai quoi? Là j'ai mon NH2. Ok. Alors, il faut pas se perdre en fait. Ça, alors celui-là, c'est l'amide. Exactement celui-là. Ok. Donc moi ce que je compte faire en fait, parce que je connais ce chemin. Alors ce chemin qui va de là à là. Qui en fait, vous voyez, vous repérez qu'il y a ici une partie aromatique. Donc je parle de, comment on l'appelle, ça s'appelle comment déjà? Pyrazole, du pyrazole. En fait, le pyrazole, en fait, le pyrazole, il possède une partie aromatique, ce qui permet de faire des réactions SEAR, ok, des réactions de substitution électrophile aromatique. Donc, le NO2, en fait, on va pouvoir le transformer en NH2, du coup, en faisant une réduction, ok. On va pouvoir faire une réduction. Bon, la SOAR, en fait, c'est celle-là, c'est la réaction qui nous forme le NO2, qui nous met en fait le NO2 sur le cycle aromatique. Mais par contre, ce passage de NO2 vers NH2, en fait, c'est une réduction, donc on peut mettre SN, comment dire, HCl, et on fait notre réduction, ou bien FeCl. Ok, alors quoi d'autre? Du coup, en fait, on revient, on continue notre rétrosynthèse, et du coup, ici, avant, pour faire notre NO2, j'imagine que j'avais pas NO2, ben en fait, j'imagine juste que j'avais, comment dire, que je n'avais que, alors, que cette partie. Je vais imaginer que je n'avais que, en fait, voilà, que cette partie aromatique. La partie aromatique, c'est celle-là, ok? Et du coup, cette partie aromatique, si je fais une nitration, donc par exemple ce passage, alors laissez-moi juste effacer, alors ce passage par exemple, si j'essaye de faire une nitration, bah, je dois mettre HNO2 et je dois mettre H2SO4. H2SO4, ok. Pardon, c'est HNO3, qu'est-ce que je raconte? HNO3, ok. HNO3, H2SO4. Et du coup, comme ça, on forme ici notre NO2, ok. On forme le NO2 que l'on réduit en NH2, ok. Vous voyez? Et là, on fait vraiment une rétrosynthèse. Du coup, alors, du coup, on continue notre rétrosynthèse. Et normalement, il ne reste pas grand-chose. Alors, aïe. Qu'est-ce qui va nous rester? Alors, je vais juste essayer de... Pardon, ici, il manque toujours le NH2. Okay. Voilà, donc, je vais encore dessiner, faire copie-coller. Allez.
C'est bon. Ok. Du coup, je prends cette partie, je mets le NH2 et rappelez-vous comment on peut former un amide. En fait, on peut commencer par un ester ou bien on peut commencer par un chlorure d'acide. Ici, le chlorure d'acide, vu qu'il y a plein de fonctions, en fait, je pense que ça va être un peu compliqué de l'utiliser parce qu'il est très réactif. En fait, on va utiliser une amine, NH3 par exemple. On peut mettre NH3 qui vient réagir. Du coup, l'ammoniac réagit comment dire, fait une addition suivie d'une élimination de l'étoxyde et du coup on forme ce qu'on appelle notre ici on met OET, ok, parce qu'on connaît ce passage en fait en mettant NH3 par exemple, ok. On forme notre amide. Du coup juste après ça on continue et on a quoi? On a alors, on peut envisager d'autres déconnexions. Parce que là, vous voyez qu'on a une chaîne alkyle. C'est celle-là, une chaîne alkyle. Alors, il ne faut pas que j'oublie le OT. Et du coup, on a mis tout ce qui est en jaune. Voilà. Donc, comment on va faire? Tout ce qui est en jaune, ça fait référence à quoi? En fait, ça fait référence à l'hydrazine. Tout ce qui est N. N, en fait, ça nous rappelle l'hydrazine. Donc, hydrazine. Du coup, comment on va faire? On va essayer de faire une coupure ici, en bleu, ok? Ici et ici. Comme ça, on sépare les deux du cycle. Pardon. On sépare plutôt les deux azotes, l'hydrazine. C'est pas une hydrazine, mais bon. De la chaîne alkyle. Donc, on va avoir un truc comme ça. Du coup, si on fait des coupures hétérolytiques, on va avoir des charges vers l'azote. La charge vers l'azote en équivalent de synthèse, c'est un deuxième proton. Ok. Donc ici, je dois mettre quoi? Je dois mettre NH2, NH2. Ok. Là, j'ai mon hydrazine. Et en fait, l'hydrazine... alors... Attendez. Alors, mais par contre, j'ai pas ici d'hydrazine. Il y a une étape avant. Alors, comment on fait? Avant de faire cette coupure, en fait, on va devoir méthyler. En fait, on va devoir, pour commencer par l'hydrazine, pour utiliser l'hydrazine dans une certaine étape ici, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va enlever ce groupement méthyle, alors que j'entoure en rouge. C'est-à-dire, on prend la même molécule. Alors, notre molécule, on la prend. Alors, je reprends du coup. Ici, j'ai OET. Là, pardon, j'ai rien. Ok. Voilà, là, j'ai rien. Et du coup, ce que je vais mettre, en fait, c'est que je vais essayer de mettre un proton ici, un hydrogène, à la place du méthyle. Et après, à l'aide d'un agent de méthylation, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En fait, on va méthyler l'azote. Donc, on va mettre quoi? Alors, on va mettre quoi? Alors, le M2, alors M2SO4, M2, alors ME, SO, alors je vais juste réfléchir à la structure de l'UIS, SO4, du coup comme ça, ME, ok? Le MESO4, en fait l'azote avec son doublé non-liant, il attaque ici, et du coup on aura une délocalisation. Ok, donc là, on va mettre, oups, pardon. Là, on va mettre quoi du coup comme réactif? On met le ME2, pardon, SO4, ce que je viens de dessiner tout à l'heure, le sulfate de diméthyle. Alors, sulfate ME2 SO4, donc le sulfate de diméthyle, et on a besoin de NaOH aussi, pour rendre, ici par exemple j'ai un hydrogène, pardon, parce qu'en fait ici j'ai un hydrogène, je peux l'arracher, ok, pour rendre l'azote encore plus nucléophile, pour qu'il puisse en fait attaquer le CH3 du méthyle sulfate de diméthyle. Donc ici, une fois qu'on a formé ça, on a un hydrogène ici. Là, on repère bien notre hydrazine. Je me disais tout à l'heure que c'était pas une hydrazine. En fait, là, je repère bien mon hydrazine et je commence à faire cette coupure. Donc une coupure hétérolytique. Alors, une coupure hétérolytique vers l'azote. Donc, on va écrire notre hydrazine, H2N, NH2.
ok, comme ça. Et une deuxième molécule, c'est la partie d'en bas, c'est-à-dire ça. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je veux bien le faire comme ça parce que... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, sur le 7e carbone, en fait, j'ai un groupement... Alors, j'ai l'ester, ok. Ok, du coup, rappelez-vous, l'hydrazine, elle réagit comment? L'hydrazine, elle réagit avec... alors, elle réagit avec les carbonyles. Alors, rappelez-vous, ici, on a fait une deuxième coupure. Attendez. Ici, on a fait une coupure, ok? Donc, sur le carbone 1, 2, 3, 4, numéro 4, en partant de la gauche, donc 1, 2, 3 et 4, donc sur ce carbone, il me faut quelque chose. Une fois que j'ai fait la coupure, je suis libre, je peux mettre une cétone, ok? Je peux mettre une isopie généralement, ou bien une cétone. Alors, si moi je mets le carbonyle, l'acétone, du coup, je vais avoir une réaction où? Là, ça fait référence à la base de chimie organique. Ici, on a un groupement ester. Ici, on a une fonction ester et une fonction cétone. Laquelle est plus réactive? C'est le carbone, c'est la cétone. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a un effet plus M qui s'exerce sur la carbonyle et du coup, ça le rend moins comment dire, moins delta plus. Ok, en fait, ça stabilise, ok, ça le rend moins pauvre en électrons. Et sinon, on a des hydrazines dans le milieu, c'est-à-dire des azotes qui possèdent des doublés dans l'ion, donc des nucléophiles. En fait, ils vont avoir tendance à attaquer quelque chose de très pauvre en électrons, donc un carbone, du carbonyle qui n'est pas stabilisé par l'effet plus M, ok. Donc là, c'est celui-là qui va réagir préférentiellement par rapport à l'ester. Mais bon, ok, du coup, ce qui va se passer en premier, en fait, c'est que lui, il va attaquer. Alors, comment on va faire ça? Alors, rappelez-vous, l'azote, quand il réagit, on a vu ça tout à l'heure, là, tout au début. L'azote ou l'amine, en général, quand elle réagit avec une cétone, un carbonyle, on forme l'imine. Donc, cette partie-là, l'azote, l'amine primaire qui réagit avec cette partie, en fait, on va former l'imine. Donc, moi, ce que je vais former ici, c'est que je vais former une imine. Pardon. Et la deuxième partie, alors la deuxième partie en jaune, pardon, et la deuxième partie en jaune, alors je vais juste réfléchir par rapport au mécanisme. Bon, on va voir ça après. Alors, du coup, ici, je continue ma rétrosynthèse, je peux séparer, parce qu'on connaît, quand on voit céto-ester, ici on a alpha et ici on a bêta. Alpha, bêta, keto-ester, ça nous rappelle une réaction de Claisen, si je ne dis pas de bêtises, quand par exemple on part d'une cétone. Alors je vais essayer de la dessiner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pars d'une cétone comme ça. C'est cette partie que vous voyez là. En fait, c'est toute cette partie que vous voyez là. Et moi, je dois mettre toute cette partie. Donc, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est en présence, par exemple, d'un étoxyde, je vais arracher le proton qui est là pour former un énolate. Okay, une fois que j'ai formé mon énolate, moi, je fais directement une charge négative ici. Tout ça, tout le reste, tout ce qui est à droite. En fait, je vais envisager de mettre un diéthyl malonate, c'est-à-dire j'ai OET ici, et là, j'ai pareil, OET. Ok? Attendez. Voilà, OET. Du coup, là, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est, une fois que j'ai formé mon inolate, alors je viens, j'attaque ici, sur le deuxième, pas sur le premier, parce que rappelez-vous, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Donc, c'est ça. Donc, j'attaque le deuxième, donc addition suivie d'une élimination, et le OET part sous forme de étoxyde. Ok, donc ici, c'est pour mieux simplifier plutôt pour simplifier les choses et écrire les réactifs. En fait, on va devoir dire que voilà, j'ai
j'ai ce réactif, donc en présence de ETO-, ok, ETO- en fait, et en présence de diéthylmalonate, on va pouvoir former l'énolate qui, en faisant une réaction de Claisen, en fait, on va voir notre produit, c'est-à-dire ce composé, ok, et ce composé, du coup, il va réagir avec l'hydrazine, donc la partie bleue de l'hydrazine, alors la partie bleue de l'hydrazine, en fait, elle va être plutôt, elle va attaquer ici, bon, pour former l'imine. Donc une fois qu'on a formé l'imine, je vais essayer de vous écrire le mécanisme rapidement parce que je compte pas faire la synthèse. Donc ici, si, imaginons que j'ai ça, j'ai celle-là et j'ai celle-là, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Là, je forme l'imine, c'est-à-dire à la place de l'oxygène, je mets un azote, et du coup, l'azote, je lui mets quoi? Je lui mets le reste, donc je lui mets le NH2 qui reste. Le NH2 qui reste, il va attaquer ici le carbonyle, et du coup, une fois qu'on a attaqué le carbonyle, le OOT, donc le OOT, parce qu'ici on a un OOT, celui-là, en fait le OOT il va partir, ok, et du coup on forme, alors, non, le OOT, attendez, ici, ok, voilà, en tout on forme ça, plutôt on arrive à connecter ça à ça, ok, on arrive à les connecter, donc on va les connecter sous cette forme, alors on va les connecter sous cette forme du coup, voilà, et du coup cette forme en présence de NaOH, Me2, SO4, on va essayer de méthyler cet azote, l'azote de pyrazole, on va le méthyler. Une fois qu'on l'a méthylé, ben en fait on met NH3. NH3 il va venir réagir avec cette ester pour former l'amide. Ok, une fois qu'on a formé l'amide, ben en fait on vient, alors j'utilise la souris, une fois qu'on a formé notre amide, qui est là, ben en fait on fait une nitration parce qu'on a cette partie de pyrazole qui est aromatique, donc on peut faire une SEAR, donc H2SO4 HNO3, et on forme le NO2, on vient mettre NO2, ok, du coup, pardon, une fois qu'on a mis le NO2, alors on va envisager une réduction. Une réduction pour avoir le NH2, ok, une réduction avec SNHCl ou FeHCl, du coup, pour avoir le NH2 ici. Donc le NH2, qu'est-ce qu'il va lui passer? En fait, on a de nouveau cette sorte de hydrazine, comme l'hydrazine, bon, c'est pas une hydrazine, mais il y a des amines des deux côtés, ok. Rappelez-vous, quand vous voyez des amines des deux côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite, liées ensemble, pensez quand il y a les réactions, et quand surtout qu'il y a des carbonyles, pensez à l'imine, pensez, voilà, pensez à la formation d'amide, donc, et pensez à qu'il y ait, pardon, deux réactions possibles, c'est-à-dire, ok, donc lui, en fait, il va réagir, attaquer le chlorure d'acyle, le chlore, il part sous forme de Cl-, et du coup, le deuxième, ok, donc on forme l'amide, et du coup le deuxième, c'est-à-dire ce NH2, il va encore attaquer. Donc quand il attaque, lui, en fait, l'amide n'a pas un bon groupe partant, donc il va faire quoi? Il va en fait se transformer en imine. Donc celui-là, il va se transformer en imine, c'est-à-dire il va se transformer en quelque chose comme ça, chargé, plutôt quand je suis aligné comme ça, une liaison pi, ok. Alors il va se transformer en truc comme ça. Donc c'est celui-là qui a servi pour créer la liaison amide, et celui-là, du coup, qui a servi pour transformer l'amide en imine, ok, donc l'azote de gauche. Alors, on arrive à connecter le tout, et du coup, on connaît la réaction entre celui-là et SO, on va mettre ici SO3, pardon, SO2Cl, bon, plutôt, comme on a fait tout à l'heure, en fait. Ici, on fait une réaction de nitration, de sulfonation. Donc ici, acide chlorosulfonique, donc Cl, alors SO3H, et comme ça, on va former quelque chose qui est, voilà, cette partie. Du coup, on va la coller ici, avec un chlore, ok, qui va réagir, et lui, il va l'attaquer ici, pour former la molécule de départ. Voilà.